France Maghreb 2. Cher Hanan Charta, nous recevons aujourd'hui Laetitia. Bonjour Laetitia. Alors, par peur d'écorcher votre nom se dit comment ? Alors en fait, en Palestine, c'est vrai qu'on m'appelait Dounia, mais en France, je m'appelle Laetitia Calens. Laetitia Calens. Donc vous êtes militante internationaliste. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire militante internationaliste ? Moi, je résume un peu plutôt ça au terme activiste. Et pour moi, l'activisme, c'est du militantisme pour moi, mais c'est plus une forme de militantisme de terrain. Alors juste peut-être pour expliquer à nos auditeurs comment travaille Laetitia, comment est-ce qu'on l'a connue. Alors Laetitia, vous pouvez la retrouver très facilement sur Facebook. Elle a 2 comptes. Un compte qui est qui a été supprimé, voilà. Donc Dounia Laetitia Calens, que moi j'ai découvert il y a quelques années déjà à travers ses directs où on la voyait en totale immersion avec la population palestinienne de Cisjordanie notamment et de Naplouse plus particulièrement, et elle était avec eux sur le terrain pratiquement tous les jours. On la voyait parfois à 2-3 heures du matin quand il y avait des échanges avec les soldats israéliens, vraiment au milieu de ces résistants palestiniens. Donc peut-être Laetitia nous expliquer comment tu es arrivée en Palestine, il y a combien de temps tu es restée là-bas, et surtout pourquoi tu es restée là-bas, et qu'est-ce que tu as pu mettre en œuvre, mis à part nous informer, nous, public et citoyens français. Alors dans un premier temps, moi honnêtement avant 2014, je ne suis pas quelqu'un qui milite comme ça depuis des années. J'étais un peu comme tout le monde fixé sur ce qui se passait à Gaza, et puis par le biais internet. Oui. Donc on avait toutes ces informations là à la télé, et puis un jour il y a eu un rassemblement pour Hervé Gourdel, oui, l'assassinat d'Hervé Gourdel en Algérie, et ce rassemblement c'était le Not in My Name. D'accord. Donc là-bas j'ai aperçu au loin, je me suis présentée toute seule devant la grande mosquée de Paris, et j'ai aperçu un monsieur juif. Oui. En fait, Serge Grosva qui s'appelle, et qui tenait un panneau et où il y avait écrit moi, juif autrement, moi et mes amis musulmans contre toute forme de terrorisme, de fanatisme, etc. Et donc je suis allée vers lui, ça m'a... T'as touché, interpellé ? Ça m'a touché, et puis ça a attiré ma curiosité surtout. Et du coup... on a beaucoup parlé, il m'a raconté son histoire, etc. Et moi, je lui ai dit que si je pensais qu'on pouvait y aller, j'irais. Et c'est là qu'il m'a dit, mais on peut y aller. Et donc, j'étais là-bas 20 jours après. D'accord, parce qu'effectivement, on en parlait avec Laetitia, on a tous l'impression que rentrer soutenir les Palestiniens en Palestine occupée, c'est très très compliqué, alors qu'en réalité, il y a des moyens, mais on en parlera pas. Donc c'est incroyable ce parcours, cette trajectoire en fait. C'est en allant manifester toute autre chose. Pour toute autre chose, 20 jours après, vous vous retrouvez donc en Palestine. Sauf que pendant 20 jours, moi, j'avais pas d'anglais, j'avais pas la langue arabe, j'avais rien, mais c'était plus fort que moi. Fallait que j'aille voir ce qui se passe, parce que je comprenais pas qu'en fait, en 2018, moi, je sache pas, avec la conscience déjà éveillée que j'avais, que je sache pas que c'était possible d'aller là-bas, tout ça, qu'on nous le cache aussi bien, quoi. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit justement à soutenir cette cause palestinienne ? Tout ça, la colonisation. Je voulais avoir un aspect géographique, parce que finalement, quand j'apprenais géographiquement, moi, en fait, avant, je pensais que Gaza, c'était la Palestine. Ouais. Et je pense qu'encore beaucoup de personnes le croient, parce que quand j'y étais, des fois, les gens me disaient fais attention à Gaza et tout. Donc, je pense que j'étais pas la seule vraiment à penser des choses comme ça. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait y aller, Jérusalem, j'avais envie de voir par moi-même la situation géographique. Ce qu'on m'expliquait, j'arrivais pas trop à le traduire visuel. Il fallait que je le voie, fallait que je voie et ce que je pouvais apporter. Donc j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé une organisation. Parce que pour moi, toutes les autres, c'était pas trop ce que je recherchais. Alors comment elle s'appelle cette organisation et pourquoi l'avoir choisie ?
Ça s'appelle ISM, International Solidarité Mouvement, et justement je l'ai choisi parce que c'était de l'activisme et des actions de terrain où on se confrontait directement à l'occupation, où là on avait un rôle, que ce soit dans les accompagnements d'enfants aux écoles, à Hébron ou tout autre part, le soutien aux familles pendant les destructions de maisons par exemple, documenter et puis leur montrer qu'on était là pour relier les informations, c'était aussi une grosse forme de soutien pour eux. Donc je me suis un peu perdue dans ta question. Alors, quand tu es arrivé, justement, tu as voilà, ISM, pourquoi? Voilà. Donc, quand tu es arrivé en Palestine, en fait, tu as choisi cette organisation. Donc, c'était avant de t'y rendre ou c'est une fois sur place, d'accord? Parce qu'il me fallait des infos, comment s'y rendre, la formation, s'il y a pas... Tout ce que je trouvais, c'était en fait, on me proposait de payer un billet d'avion pour aller récolter des olives, mais je comprenais pas pourquoi dans le site. Et moi, je trouvais ça un peu plat, quoi. Je voulais pas faire ça, je voulais vraiment voir. Et j'ai trouvé qu'ISM. Donc ISM, c'est l'organisation de Rachel Corrie, faut savoir aussi, qui s'est fait tuer par un bulldozer à Gaza dans les débuts des années 2002. Oui. Mars 2002. Il me semble. Et donc, je voulais faire comme elle. Je voulais aller défendre ces terres-là. Je voulais qu'il y ait d'autres. Je me demandais pourquoi il n'y avait pas d'autres personnes comme elle. Alors, en découvrant ISM, j'ai vu qu'il y en avait plein, finalement. C'est une organisation qui compte combien de personnes aujourd'hui? Peut-être 17 pays, je crois. D'accord. Donc, c'est 17 internationaux comme toi qui... Non, c'est 17 organisations ISM dans chaque pays qui traduisent leur website, qui envoient, eux, des internationaux sur place. Donc, il peut y en avoir, je sais pas, moi, des fois peut-être 60, 70, pas plus maintenant. Donc, une fois que tu es arrivée concrètement, Laetitia, sur place, donc tu as été prise en charge par ISM, tu as été formée notamment. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de ne pas revenir en France et combien de temps es-tu restée en Palestine? Mon premier voyage, je suis restée 3 mois. Alors c'était en quelle année? 2014. D'accord. Octobre 2014. Je devais rester 1 mois, j'ai perdu du temps, j'ai pas voulu continuer avec ISM parce que je voulais encore... j'ai continué avec eux, oui. Mais moi, je voulais continuer de manière indépendante. D'accord. Donc, c'était plus personnel comme recherche. Je voulais pas qu'il fallait être 2 en manif, ou si j'y reste toute l'année, j'ai pas forcément quelqu'un avec moi. Bon, alors, la première fois, 3 mois. Voilà. Je suis rentrée et j'y suis retournée en ayant une meilleure connaissance de la situation, en ayant connu des personnes. Donc, j'ai pu y retourner avec appareil photo, tout ce qu'il fallait, avec un moyen... Pas de difficulté pour y rentrer? Ah non, en retournant, mais j'avais appris en fait à dire bonjour en hébreu. Et j'avais 2 personnes avec moi qui étaient françaises, donc je leur ai dit un petit bonjour en hébreu, il m'a fait un clin d'œil, il m'a tamponné mes trois visas. Mais c'est aléatoire parce que, et c'est pas que pour les personnes d'origine du Maghreb ou pour les Arabes, c'est c'est pour tout le monde, absolument. Italiens, etc. Mais ils sont en train de construire une espèce de truc où les gens ont peur d'aller là-bas, alors qu'à l'accueil, enfin aux douanes là-bas, quand on arrive, c'est la border police, quoi. On n'est même pas pris en charge par la police. Ce qu'on entend, c'est qu'on reste bloqué pendant des heures. Il y a des enquêtes de fait. Enfin, c'est quand même les enquêtes, non. Impressionnant. En fait, ils vont taper ton nom et ton prénom sur Google. L'enquête, elle se résume à ça. Il y a quand même récemment une délégation de députés, de parlementaires français qui ont été bloqués à l'aéroport et qui ont été empêchés d'entrer. Ça, c'est autre chose, apparemment. Alors, moi, je me demande, pour des gens qui sont militants, pas forcément sur la question de la Palestine, comment est-ce qu'ils se disent qu'ils puissent rentrer si même des parlementaires ne peuvent pas rentrer sur le sol de la Les parlementaires, ils vont arriver directement en disant qu'ils vont en Palestine, alors que nous on dit qu'on va en Israël, on fait tout un stratagème, on loue des guest house. Moi par exemple, Tabouaf, si je me ramène à l'aéroport de Tel Aviv. Moi j'ai un ami, Abdelwaheb, qui est rentré, je l'ai formé, alors lui ils lui ont carrément montré l'Aqsa et il a répondu c'est où. Et il a eu son visa en 2h30, il avait loué une place, il avait acheté une place pour aller voir le pays. Mais est-ce que c'était un militant? Ah ouais, BDS, pro BDS. Ouais, et il y avait une trace sur internet? Ah, complètement. Ah ouais. Et c'est quelqu'un qui va à la vue d'Omar Sy, à la vue de pas mal qui confronte des acteurs qui sont un peu pour la colonisation. Oui, quand même, on va rappeler quand même qu'effectivement il y a cette facilité
de fait, comme vous dites, mais il y a aussi, il faut le dire, il y a des grosses pressions, des personnes qui sont empêchées, des personnes qui sont interdites, et des parlementaires comme le DITA qui sont effectivement des bateaux très ennuyés, des bateaux, ça c'est vrai. Alors, en tout cas, ce que nous explique Laetitia, c'est que pour en avoir discuté avec elle, si vraiment on veut entrer, en tout cas, on peut être formé pour savoir répondre aux questionnaires, et que cette espèce de fantasme comme quoi les douaniers auraient une fiche sur nous complète et seraient aptes à faire une enquête approfondie, pour toi c'est faux. Si, ça peut être vrai. Par exemple, dans mon cas, quand je suis retournée à mon deuxième voyage, ils avaient, j'avais plein de monde sur le dos via Internet. Et là, au bout de 2 mois, ils m'ont envoyé la photocopie de mon passeport avec le DNIED, parce que j'avais réessayé d'avoir un visa en sortant par la Jordanie. Et quand j'ai su qu'ils m'avaient fait blacklister, etc., là, j'en étais convaincue. J'ai pris la décision de ne plus rentrer. D'accord. Mais c'est vrai que c'est très, très compliqué d'y rentrer par rapport aux autres pays. Mais par rapport à ce qu'on raconte, pour moi, je trouve que quand on a les bases, c'est assez facile. Et en plus, les bases, elles sont vraiment... En fait, c'est de ne pas dire qu'on va en Palestine, c'est de dire qu'on va visiter Jérusalem, de dire la même chose aux 3 qui vont t'interroger en les regardant droit dans les yeux, et puis de leur montrer ta réservation à la guest house, et après, c'est à... Mais quand tu tapes ton nom sur Google et que tu vois que tu es un militant de gauche? Après, oui, si ton nom il est vraiment affiché, et t'as déjà... Non mais toi t'es fiché, c'est bon, toi t'as... Oui, non mais parce que là je pose des questions un peu pour moi, je me dis... Moi j'ai une fille qui pensait être fichée, sa photo elle apparaissait sur Google, elle est algérienne, c'est très dur pour les Algériens. Je lui ai fait dire qu'elle était orpheline, qu'elle connaissait pas ses parents, qu'elle avait jamais été en Algérie, c'est passé crème. Et elle a dit qu'elle avait été élevée par une famille de Perpignan. Voilà quoi. On peut. On va vérifier, lui mettait la pression comme ça. On ça. peut être malicieux. En tout cas, si t'as des contacts, des petits filons, moi je suis chaud. Elle est là, elle t'explique. Alors Laetitia, tu es retournée donc combien de mois après en Palestine? 9 mois après. Donc le temps d'une grossesse. Exactement. On a couché ce que j'avais un peu avalé là-bas, et puis de repartir en fait, de me préparer pour. Bien sûr. Ouais. Et une fois de retour, donc qu'est-ce qui se passe? Comment tu arrives à apporter du soutien à ces résistants palestiniens? En fait, déjà en passant le message à d'autres et qui savent qu'ils peuvent venir, donc tu ramènes d'autres. Puis en général, quand on a des groupes qui arrivent l'année d'après, ils ramènent d'autres personnes, donc ça fait des groupes plus conséquents, et les Palestiniens, ça leur donne beaucoup d'espoir. Alors en fait, il y a un coordinateur en général de résistance populaire dans chaque ville et chaque village palestinien. Et tous ces coordinateurs-là, entre eux, se connaissent. Et donc la Palestine, elle est très petite maintenant. Ouais, ça, dû à la colonisation. Voilà, dû à la colonisation. Qui perdure, qui continue d'ailleurs de perdurer. Qui continue, c'est horrible. Ouais. Et donc. Alors, à l'issue de ce deuxième voyage, donc là, on a pris du matériel, Laetitia, si j'ai bien compris. J'ai pris du matériel, et là, j'ai décidé de plus me cacher. Ouais. Quand j'ai su que je resterais, j'ai décidé de plus me cacher. Tu m'as appelé d'ailleurs un hiver en direct de Naplouse. Ouais, ça se peut, oui. Et il y avait 3 maisons qui étaient en train d'être menacées d'être détruites. Oui, c'est ça, oui, je m'en souviens. Oui. Et ce soir-là, je suis sortie à 1h du matin, ils ont détruit les maisons. Ouais. Sous quel prétexte, rappelons-le? C'était des punitions collectives. C'est quand en fait quand on a envie de vous punir là-bas, on détruit les maisons. Voilà. On arrête ton enfant. Les gilets jaunes, vous êtes plutôt bien servis quand même dans ce pays. Faut pas se plaindre. Je tiens à le dire quand même, en parenthèse quand même. Bon, alors Laetitia, en tout cas, vous en avez fait donc depuis quelques années, donc une vraie cause en tout cas pour vous, pour essayer d'alerter. En fait, le fait d'aller là-bas, c'est de sensibiliser aussi ceux qui soit ne connaissent pas, ou soit qui ont des a priori, ou qui veulent en savoir davantage sur la Palestine. Et chose intéressante, c'est que dans votre démarche, on parle souvent de Gaza et on parle très peu de la Cisjordanie, mais qui est pourtant très également concernée par la colonisation, que ce soit d'ailleurs à Jérusalem, qui, vous le savez, est devenue pour certains la capitale d'Israël.
Alors, Jérusalem, c'est encore compliqué, tu vois, par rapport au point de vue géographique. Jérusalem, ça reste derrière le mur. Donc, même si Jérusalem-Est, dans leur jargon, appartient encore aux Palestiniens, c'est complètement annexé. Et de deux, c'est de l'autre côté du mur. Ça reste du côté du mur, donc côté territoire 48, côté territoire d'Israël. Ouais. Donc, Jérusalem, les Palestiniens de West Bank, ils ne peuvent pas y accéder. Ils n'y accèdent pas. Donc en fait, tout est colonisé après, pour moi, tout est annexé à Jérusalem et colonisé après le mur. C'est-à-dire que de l'autre côté, on a 800 000 colons actuellement en Cisjordanie, avec des prévisions de construction de logements et notamment le plan E1. Oui, alors qu'est-ce que ce plan E1, Laetitia, pour expliquer aux auditrices, aux auditeurs, c'est quoi ce plan E1? Alors le plan E1, c'est un plan qui existe depuis des années, parce qu'on sait tous que Israël veut prendre toute la Cisjordanie. Ça, c'est dans le, c'est ce qu'on appelle le Grand Israël. Alors la première annonce, peut-être pour un petit peu expliquer à nos auditeurs, donc cette zone E1, la première fois qu'on en a entendu parler, c'était en 2012. C'était de vous ou au niveau de la presse et voilà. Donc on a entendu parler de cette zone-là pour la première fois en 2012, parce qu'en vérité, ce qui s'est passé, c'est que quelques heures en fait après un vote de l'ONU sur la Palestine, Israël annonce lui la construction de 3000 logements sur une zone justement qui relie Jérusalem-Est à une des colonies. Donc c'est une décision qui a fâché tout le monde, même l'ami américain. Mais si vous voulez, depuis 2012, on a 6 ans, il y a 6 ans qui se sont passés et beaucoup d'événements se sont déroulés. Donc aujourd'hui, Laetitia, tu es là pour nous expliquer ce qu'est la zone E1 et quelles conséquences la colonisation va avoir sur la création d'un État, sur l'éventuelle création d'un État palestinien. Et elle nous expliquera ça juste après la pause. À tout de suite sur France Maghreb 2. C'est Laetitia Callens qui est avec nous sur France Maghreb 2 jusque 17h40 pour son entretien ce lundi. L'entretien du LGF pour ce lundi 26 novembre avec notre invitée Laetitia Callens qui est avec nous sur France Maghreb 2. Laetitia est donc, on le rappelle, une activiste ou plutôt une militante internationaliste qui a passé beaucoup de temps en Palestine, à Naplouse, c'est ça Laetitia? Oui, à Naplouse en particulier. En particulier, voilà. Alors la première question, avant que tu nous expliques qu'est-ce que le E1, puisque c'était la question avant pub, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, nous décrire un petit peu une journée type pour les Palestiniens en particulier? Alors, une journée type pour les Palestiniens qui peuvent partir faire leurs courses le matin ou aller travailler et revenir le soir avec leur chemin de bloqué en leur disant que ça leur appartient pas et voir la construction. C'est vraiment comme ça que ça se passe? Ah oui, voilà. Moi j'ai assisté à Hébron. Donc on part le matin de sa maison et on peut se retrouver le soir ne plus pouvoir rentrer, à trouver des chemins escarpés pour rejoindre sa maison, parce que entre ton chemin, ta route et chez toi, il y a une colonie qui se construit. Incroyable quand même. Ça c'est le plus choquant que j'ai puisse. Ouais. Et c'est assez régulier. C'est régulier, surtout dans les alentours d'Hébron, et aussi des enfants qui vont aller à l'école et qui vont se faire gazer. Voilà, ça va être. Alors, qu'est-ce que le E1? On en parlait il y a quelques instants. Si on peut mettre juste les portables en silencieux, voilà. Qu'est-ce que le E1, Laetitia, pour qu'on explique un peu aux auditrices et aux auditeurs? Le plan E1, c'est en fait de construire des habitations. C'est de construire des habitations tout autour de Jérusalem-Est, bien évidemment, dans la partie cisjordanienne, sur des terres où vivent des communautés bédouines, notamment la communauté Jahaline, donc qui vit elle à Djebel el-Babba, donc je traduis, c'est le mont du Pape, et c'est une montagne protégée par le Vatican qui se trouve face à Jérusalem. Donc on a vraiment face à Jérusalem alors qu'on n'y accède pas. Donc c'est un territoire qui fait 12 km², c'est vraiment tout petit. C'est tout petit, donc c'est des Bédouins qui sont là, 12 km². Oui, oui. Ah ouais. Et beaucoup d'agitation. Et 12 km² en fait qui les empêchent de coloniser et de relier Maaladoumim, une colonie légale immense,
à Jérusalem-Est. Sauf que s'ils réussissent à le faire, à rejoindre cette colonie de Cisjordanie à Jérusalem-Est, eh bien, ça tue l'espoir de double État pour ceux qui l'espèrent encore pour les Palestiniens, parce qu'ils auront relié des colonies illégales en coupant la Cisjordanie à Jérusalem-Est. Ouais. Donc c'est fini, après ça c'est terminé. Et là ils ont essayé l'hiver dernier, l'hiver 2017 de détruire Jabal el-Babba, donc tous les internationaux se sont mobilisés, tout le monde est intervenu, toute la Palestine quand c'est comme ça est sur place, dort sur place pendant des jours, des mois si ça dure. Et donc du coup ils n'ont pas réussi, ils ont repoussé l'échéance et maintenant ils s'en prennent depuis quelques mois à Khan al-Ahmar. Donc c'est un des 3 villages, voilà. Un des 3 villages qui est concerné par la zone 1. Et en fait, ça a été horrible. Hein. Ils ont fracassé des gamines, des pères de famille, des internationaux ont pris des pêches, hein, des patates dans la figure. Hein. Je les ai vus sur les vidéos. Et il y a un homme qui s'appelle Frank Morano, il me semble, hein, c'est ça, Morano, qui est là-bas et qui a pris la même décision que moi de rester y vivre. Hein. Je suis contente parce que on est tellement peu à le faire. Et qui a été arrêté donc alors qu'il était en solidarité avec les Palestiniens à Jabal el-Babba, donc il stoppait juste un bulldozer. Et là, il a résisté, il est allé donc au tribunal et la juge a cassé la décision arbitraire. Et ça, c'est très rare. Donc, il est ressorti. Ouais. Alors, ça n'a pas été mon cas. Laetitia, aujourd'hui, vous en avez fait toute votre vie tourne autour de la Palestine aujourd'hui ? En fait, en fait, quand pour moi on s'engage dans un combat, les autres autour de nous, que ce soit l'environnement familial ou quoi, n'ont pas à en subir les conséquences, les répercussions ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est un combat que j'ai fait avec beaucoup d'abnégation et de sacrifice. J'ai fait beaucoup de sacrifices et aujourd'hui c'est tu es une mère de famille, hein, Laetitia. Oui, j'ai un fils de 23 ans, donc j'en ai jamais parlé avant, non pas parce que je me suis fait attaquer de nombreuses fois, que ce soit par les sionistes ou la communauté, parce que chez nous on est quand même bien divisé. Et donc oui, j'ai un fils de 23 ans. Je l'ai protégé des sionistes, donc j'en ai pas parlé, c'est pas par abandon. Donc vous nous dites que vous avez été menacé à plusieurs reprises ? À plusieurs Qu'est-ce qu'on reprises. vous reproche de vous intéresser à la Palestine, de médiatiser de médiatiser, ouais. J'ai carrément eu des appels des sionistes dans l'hôtel où je travaillais bénévolement. Ils m'envoyaient les photos de la voiture de ma mère avec ses plaques d'immatriculation en me disant de rentrer, que sinon ils brûleraient la voiture. Donc ça, c'était légèrement pathétique. On a des assurances en France. Je rigolais, mais ma mère moins. Jusqu'à ce qu'ils déclarent ma mort un jour, ils m'ont déclaré morte auprès de ma mère, donc c'est tourné un peu à la Stamboul et compagnie, quoi. C'est parti assez loin. Donc il y en a 2 qui doivent passer au tribunal. Je suis contente parce que c'est rare qu'on arrive à aboutir dans ce genre de plainte. Ouais. Mais ils sont toujours dans une logique d'intimidation. C'est ça. Mais de menaces très particulières. Mais ça paye plus maintenant. Non, ça paye plus. Ça n'a jamais payé d'ailleurs. Là, ils sont attaqués à des fonctionnaires. Pour le coup, ça leur est retombé dessus. Voilà. J'ai eu la BAC en retour. Voilà. Alors, quelle est la suite à donner, Laetitia, à toute cette dénonciation, à tout ce travail finalement que vous faites au travers des photos, au travers des témoignages, des vidéos aussi que vous faites sur votre Facebook ? J'ai tout un travail, le plus gros travail qu'il va y avoir à faire, c'est tout ce que j'ai ramené de là-bas, parce que moi je suis rentrée d'une manière un peu particulière et pas par choix. Hein. Donc en avril, tu es rentrée, je crois. Le 25 avril, ils sont venus me chercher en pleine nuit, sachant que je refuserais donc de partir. Et ils l'ont fait en pleine nuit parce que la nuit, on ne peut pas contacter les ambassades, on ne peut pas appeler d'avocat, on ne peut pas passer devant un juge. Et donc leur objectif premier, ça a été de me faire prendre l'avion le plus tôt possible et ce qui s'est passé. L'ambassade a dit qu'ils n'avaient jamais vu un Français se faire expulser rapidement comme ça. Mais quand tu arrives en Palestine ou sur le territoire israélien, tu as un visa? Comment ça se passe en fait? Parce que là, tu es resté combien de temps là-bas d'affilée? Moi, je suis restée 3 ans. En fait, je suis restée 2 ans et 3 mois. 2 ans et 7 mois, pardon. Je suis arrivée le 1er octobre 2015 jusqu'au avril de 2018. Donc non-stop, sans revenir en France? Non. Mais au bout de 3 mois, j'avais plus de visa. Mais moi, je conçois d'accord.
Moi, c'est ce que je leur ai dit. Bon, que mes idées à moi personnelles, je m'en fiche un petit peu. Pour l'instant, on a un État qui est reconnu, qui s'appelle Israël, qui pour moi est illégitime, soyons-en. Enfin, j'aimerais être franche. Et par contre, il y a toujours cet État palestinien qu'on attend, quoi, depuis toujours. Et donc là, on est en train de tuer l'espoir de le voir un jour. Donc moi, à travers ces vidéos, ces photos-là, c'est aussi les humaniser. Parce que souvent, on entend parler de la Palestine comme si c'était un pays sous-développé, où ils étaient pauvres. Les gens disent, nous, on envoie des mandats, mais c'est pas la solution. Ils n'ont pas besoin d'argent, c'est ce que tu dis. Les Palestiniens me répondent que c'est pas l'argent qui va leur rendre leur liberté. Donc le faire sur des projets communautaires, aider sur des villages ou des femmes de détenus, aider dans l'économie de la femme, par exemple. Alors, justement, il y a un projet dont tu souhaites nous faire part, parce que j'ai pu m'entretenir longuement avec Laetitia. Donc, ce qu'elle me disait, c'est qu'il est très important en réalité de donner un message d'espoir, que ce soit aux Palestiniens ou au soutien des pro-palestiniens. Donc je vais poser la question, mais comment est-ce qu'on peut venir soutenir les Palestiniens? Donc elle me parle effectivement du fait qu'on puisse mettre en place des projets communautaires, et toi, tu soutiens notamment un projet qui a plus que porté ses fruits, qui est le projet Zatar et Zitoun. Zatar et Zitoun, voilà. Donc si tu peux nous en parler aux auditeurs, bien nous donner les liens Facebook et nous expliquer concrètement comment est-ce qu'on peut aider ces personnes-là, et notamment les femmes. Alors en fait, moi quand j'étais en Palestine, j'ai fait beaucoup de militantisme, mais il faut savoir que là-bas la résistance, elle passe aussi par la culture, donc j'ai été beaucoup aussi dans le milieu culturel. Et en fait, dans l'association avec laquelle j'étais, cette association donc intervient sur les droits de l'enfant, des femmes. Tu peux nous redonner le nom de l'association? Alors l'association, ça s'appelle Tanouir, c'est le forum Tanouir, avec dirigé par le docteur Youssef Abdellah, et le coordinateur principal, c'est Wael El Faker. C'est un grand monsieur et qui mène à bien tous ces projets, qui les organise, etc. Et lui souhaite venir en aide aux femmes de détenus, aux femmes de martyrs, aux filles de détenus, de martyrs, enfin à tous ces gens qui sont touchés par l'occupation, et en même temps en travaillant la terre. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui date, je ne sais plus trop de quand elle date, mais elle fait partie d'un texte de loi qui s'appelle la loi des absents. Et en fait, c'est que si le Palestinien ne cultive pas sa terre entre 3 et 5 ans, elle revient à l'occupation. En gros, ça stipule ça. Donc en allant travailler la terre, nous, internationaux, avec les Palestiniens, que ce soit dans la récolte des olives, dans la plantation du zatar, etc., on cultive leur terre, on les accompagne, donc ils ne se font pas attaquer, donc ils préservent leur terre. Donc quand on intervient et qu'on va planter du zatar, etc., on intervient pour les femmes. On va aller planter 4000 pieds de zatar pour 4 femmes, et au bout d'un an, par exemple, elles vont pouvoir cultiver le zatar et avoir par mois chacune un revenu de 100 à 150 euros par mois chacune. Voilà, ça c'est au bout d'un an qu'on aura planté et qu'elles pourront cultiver. Donc après il y a des suivis aussi. Et ça je trouve que c'est génial, parce que ils aident en même temps des filles et des femmes de prisonniers, de martyrs, etc. Donc des gens qui sont quand même dans la difficulté financièrement. Exactement. Et donc ils les aident de cette manière-là à préserver aussi leur terre. Ça reste des projets anticoloniaux et ça crée pas de corruption entre eux. Parce que si tu vas aider un Palestinien demain et que tu n'aides pas le voisin, ça crée de la corruption entre eux, de la jalousie et des choses qui n'existent pas là-bas. Exactement, c'est ce que tu nous expliquais en fait, que parfois, moi je peux être touchée par une famille X ou Y à laquelle je vais envoyer 100 ou 200 euros, mais qu'à côté de ça, cette famille, bien évidemment, elle fait partie d'un village, et qu'on a les d'autres habitants qui peuvent ne pas être contents. Donc plutôt que d'envoyer de l'aide à une famille, pourquoi toi, pas moi, voilà, etc. c'est ça, c'est tout à fait normal. Donc plutôt que d'envoyer de l'argent en individuel, toi ce que tu dis, Laetitia, c'est il vaut mieux financer des projets.
C'est simple, regarde, si demain tu as le choix d'envoyer 100 € à une famille qui va manger, certes pendant une semaine, mais ça va pas l'aider, ça va la faire manger pendant une semaine, ça va pas la sortir de son quotidien. Tandis que tu vas donner 100 ou 200 € pour un projet communautaire où là ils vont planter plein d'oliviers, de za'atar et tout, tu contribues beaucoup plus à la communauté palestinienne. Tu choisis pas un Palestinien parmi un autre, et je trouve que c'est vachement plus louable et surtout voilà quoi. On contribue à les autonomiser, on va dire. Surtout les femmes. Ouais. Parce que dans les pays arabes, c'est dur d'arriver à l'indépendance de l'économie de la femme. Et là, en Palestine, quand même, ils se battent pour ça. C'est quand même une terre sainte, mais c'est une terre aussi où ils se battent pour les droits de la femme et tous les droits. Alors, ces projets-là, justement, de culture de za'atar, ça touche combien de villages aujourd'hui ? Wael, lui, alors nous, on a fait énormément, toute la région en fait, toute la région de Naplouse, le sud de Naplouse, donc Burin, Madama, Tulkarem, ça va jusque dans les villes de Tulkarem, tout. Alors combien il y en a, je sais pas, mais c'est énorme. En tout cas, c'est énorme. C'est énorme. D'accord. Donc pour nos auditeurs, peut-être nous rappeler la page. Alors la page, c'est Tanouir. Par contre, elle est écrite en arabe. Oui. Alors moi, je les invite à se diriger vers moi. Moi, j'ai un compte Facebook, donc je vais le redonner. C'est Dounia Laetitia Kalins. Et la page, c'est... Comment s'écrit Kalins ? Kalins, C-A-2-L-E-N-S. Et la page, c'est Dounia Palestine. Et sinon, aussi, à les orienter vers la coordinatrice ISM France, qui s'appelle, qui est ma grande amie et que je salue parce qu'elle est avec nous. Là, je la vois dans le direct. Et qui s'appelle Mireille Rumeau. Bonjour Mireille. Oui, effectivement, une grande résistante et militante. Une grande militante et je lui dois tout ce que je connais, toutes mes connaissances. Donc en fait, de l'orienter vers elle en cas où Mireille Rumeau ou moi, et on les dirigera vers Tanouir. J'ai pu t'envoyer. Donc Laetitia, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes personne non grata ou pas pour l'instant là-bas ? Est-ce que vous êtes interdite là-bas ? Ah oui, je suis interdite pendant 10 ans. J'espère qu'un jour on pourra, parce que je pense pas qu'on aura le temps. Moi là aujourd'hui, je voulais réellement parler des Palestiniens, parce que ça m'importe plus que de parler de moi. D'accord. Mais qu'un jour je pourrais vous raconter comment s'est passée mon arrestation et les horreurs qu'ils ont pu me sortir, notamment en me faisant comprendre qu'ils colonisaient la France légalement, quoi. Ah oui. Ouais, d'accord. J'ai eu du délire, quoi. Ouais. Très bien. Alors, on rappelle une dernière fois la page, Laetitia, pour vous suivre, bien sûr. Donc, Dounia Laetitia Kalins, et sinon, c'est Dounia Palestine. Dounia Palestine, c'est ça c'est sur Facebook, hein ? C'est sur Facebook, et sinon, il y a aussi Mireille Rumeau, et voilà. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Laetitia, d'être venue ici, pour nous avoir un petit peu raconté ces expéditions. Et je sais que vous allez essayer quand même d'y retourner. J'essaierai. Pour moi, alors j'ai beaucoup. Ça va être compliqué, mais bon. D'histoire. Pour moi, je pense qu'elle sera libre avant, qu'il y aura une frontière d'ouverte avant. Inch'Allah. Sinon, Inch'Allah, j'essaierai dans 9 ans, et peut-être avant, on n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer. Merci Laetitia, en tout cas, d'être venue nous raconter tout ça. À très bientôt. À très bientôt. Bougez pas dans un instant, messieurs dames. Oui, un zapping. Oui. On va faire un petit libertat, ça fait longtemps. 01 40 33 9000, à tout de suite avec Ta et Hanan, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Hanan Zawani. Et alors attention, et Ta Bouaps. Non, quoi, mais dis-le plus, je vais m'annoncer tout seul maintenant. Je te jure, vas-y. Voilà, vas-y, annonce-toi, vas-y. Ta Bouaps. Bouaps. Voilà, ok, merci. Laetitia qui est toujours avec nous, hein, Laetitia Kalins, donc sur France Maghreb 2. Mais je sais pas pourquoi Hanan, fais quelque chose, je sais pas, interviens, dis quelque chose. C'est un perturbateur, ce Ta. Ta Bouaps, je lui dis son nom bien, j'essaie de m'appliquer. Bouaps. Je sens le truc qui monte, tu vois, avant la pub qui arrive, le générique qui monte. Comment je vais dire ça ? Attends que mes potes Enver et tout, ils arrivent. Je les attends, tes potes. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. Alors, juste quelques informations importantes. Donc, on révélait tout à l'heure cette information comme quoi les quartiers populaires, des collectifs des quartiers populaires décident effectivement de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Alors, on n'a pas encore totalement d'indication par rapport à la manif de samedi. Alors oui, pour la vôtre, bien sûr, Saint-Lazare, à 13h.
mais pour ce qui est des gilets jaunes, c'est pas encore tout à fait clair. Ils veulent à nouveau aller sur les Champs-Élysées, mais là je pense que ça va être compliqué là. Alors, mais on attend quand même la déclaration de Macron. La question que l'on vous pose aujourd'hui, est-ce que selon vous ça va permettre une sortie de crise des gilets jaunes? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter @GF officiel, et pour l'heure vous êtes très largement plus de 90%. Plus de 90% à penser non, ça ne changera rien. Donc le discours d'Emmanuel Macron demain, il va tenter. Alors, chose que l'on sait a priori, c'est qu'il va proposer de nouvelles aides, notamment une aide particulière pour celles et ceux qui souhaitent acheter et acquérir une voiture électrique. Oui, mais par contre, ça fait un petit moment, c'est les 4 000 euros, c'est ça? Non, c'est autre chose. Ça, 4 000 euros, c'est pour acheter du diesel ou une essence. Là, ça va être une aide particulière pour acheter une voiture spécifique électrique. Mais ça change rien à la vie des gens. Un véhicule électrique, c'est 15 000, 16 000 euros. Oui, et voilà. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'a priori, il n'y a aucune annonce concernant les baisses des taxes. Il en est hors de question. Non, mais surtout que les gilets jaunes et notamment certains des représentants dénoncent effectivement qu'on essaye de leur faire croire qu'il faut passer à l'électrique pour des questions écologiques, alors qu'on sait tous très bien que les batteries des véhicules électriques vont poser un vrai souci. Ouais, donc c'est-à-dire où est-ce qu'on va les mettre, comment est-ce qu'on va les traiter, et qu'en réalité l'électrique, alors je sais pas si c'est aussi plus ou moins, mais en tout cas ça impacte sur l'environnement. Est-ce que ça suscite quelques réactions par exemple sur les réseaux depuis que vous avez annoncé que les quartiers populaires rejoignaient le mouvement là, ça s'énerve un peu? Bah là c'est clair qu'il y en a qui sont pas sereins. On a vu notamment tout un tas d'organisations d'extrême droite bien connues comme le GUD, comme l'Action française, comme Génération Identitaire. Aujourd'hui qui se sentent un peu qui ont tenté une récupération un peu dégueulasse du mouvement et qui voient que finalement aujourd'hui il y a une grande masse populaire qui s'apprête à sortir samedi et que leur petite magouille, leur petite cuisine indigeste elle passera pas en fait. Donc là il y en a qui s'inquiètent parce qu'ils pourront plus récupérer le truc, et que par ailleurs il y a tous les macronistes aussi qui flippent parce qu'ils pourront plus dire par exemple que le mouvement est un mouvement majoritairement raciste, etc. On a 25%, un petit peu plus de 25% des électeurs de Macron qui soutiennent le mouvement, et ça a été un vrai choc pour le gouvernement. Il y a les électeurs, il y a les gens qui ont voté Macron en 2017, et il y a les macronistes. Ce que je dis les macronistes, c'est les militants. En tout cas, voilà, dans l'électorat d'Emmanuel Macron, on a tout de même 25% qui soutiennent les gilets jaunes. Par ailleurs, il y a même une députée à La République En Marche, Sonia Crimi, qui s'était fait déjà remarquer avec la loi Asile-Immigration. Et qui a enfilé son gilet jaune et qui a reçu des représentants des gilets jaunes locaux dans sa permanence parlementaire en disant que cette colère était légitime. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a une vraie fracture. Bravo, elle est très courageuse d'ailleurs, Sonia Crimi. On va faire un petit tour par Corbeil-Essonnes parce qu'il s'est passé des choses quand même. On en a peut-être pas parlé, mais du côté de Corbeil-Essonnes, Évry, la première circonscription de l'Essonne. Karim, salut. Bonsoir Christophe, bonsoir messieurs dames. Alors, bonjour Karim. Karim, pas de député à Marny à l'Assemblée nationale, hein? Non, dommage. Moi, j'avais suivi pour le premier coup. Ça avait loupé, et là, du coup, beaucoup de partis se sont ligués contre elle. C'était vraiment ça allait être vraiment très difficile parce qu'il y avait déjà un fort taux d'abstention déjà. Oui. C'était pratiquement seul contre tous, donc. C'était difficile. Seul contre. Au niveau de l'abstention, on était à peu près en tout cas, on avait un taux de participation d'à peine 17%, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, 17%. Le fait qu'il y ait personne qui ait appelé à voter à Marani, en réalité, non. Les écologistes, à travers Noël Mamère, ont appelé à voter à Marani. Noël Mamère. Oui, mais quand même. La gauche, en tout cas, a appelé à voter à Marani, que ce soit Noël Mamère, Benoît Hamon ou je sais plus Olivier Besançon. Voilà, Olivier cette même gauche qui se sont alliés contre elle au premier tour, mais bon. La gauche était très divisée déjà là-dessus, mais ils avaient déjà tous les maires des voisines, des communes voisines, c'est-à-dire Villabé, Évry, Lys. Oui. On va rappeler quand même l'escroquerie dans cette histoire, Karim, si tu me permets. Au-delà effectivement de rappeler, tu as raison de dire que toute la gauche s'est alliée, a tenté sa chance entre guillemets, sachant qu'elle savait très bien qu'elle n'aurait aucune chance, et sachant la spécificité de cette circonscription, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, il faut parler d'un véritable système Valls, donc aujourd'hui choix,
à Ivry, tout comme un système d'assaut à Corbeil. Et quoi que vous fassiez, il y a ce clientélisme qui perdure depuis des années. Non, je vous assure que c'est vrai. Vous savez, il faut quand même connaître un minimum. J'y habite là-bas, donc je sais de quoi je parle. Et pour l'heure aujourd'hui, il y a un tel clientélisme de présent, quoi que vous fassiez. Et je vais vous donner un exemple concret. Le maire d'Evry, Francis Chouat, qui est donc le nouveau député soutenu par La République En Marche, va laisser son fauteuil au maire de Courcouronnes, qui est de droite. D'accord, donc les petits arrangements entre amis sur le dos des habitants. Mais après, voilà. Christophe, est-ce que c'est la faute au clientélisme et au système Valls, comme tu le dis, ou est-ce que c'est aussi du fait qu'on ait une abstention qui soit aussi déplorable? Mais parce que les gens le savent, sur le département de l'Essonne et sur cette élection déjà l'année dernière, c'est une élection symbolique. Normalement, Amrani aurait dû passer au premier tour largement. Rappelons que Emmanuel Valls, à l'époque, et toujours maintenant, était le politique le plus détesté. Les gens n'ont pas bougé. Ouais. Et il se trouve que si aujourd'hui elle a perdu, ça n'est certainement pas de la faute du clientélisme, c'est parce que les citoyens ne se mobilisent pas. Karim. En partie, oui, les deux. Oui, les deux. Mais je voudrais aussi rajouter une chose qui peut-être, je sais pas, éventuellement vous ne serez peut-être pas au courant, mais apparemment il y a un truc qui va se faire sans référendum ni sondage. Oui. Un rapprochement entre la ville d'Evry et de Courcouronnes. Exact. Qui serait une ville unique. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Pour concurrencer les grosses agglomérations d'Île-de-France, du genre Créteil, tout ça, il veut faire un gros truc. Oui, une métropole. C'est des regroupements de villes, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, déjà il y a une seule gare. Il y a une gare, c'est la gare d'Evry Courcouronnes, si vous voulez, et en fait ils veulent coller ces trucs. Alors, en fait ils veulent mettre le mec de Courcouronnes à ce poste de maire pour que Chouat récupère le poste de député à l'Assemblée. C'est ça. Non mais c'est un petit arrangement entre amis qui a été connu de tous, hein, mais après tout le monde avait les cartes en main, j'ai envie de dire, et personne s'est bougé parce que les gens en ont marre et puis savent très bien de toute façon quoi qu'il advienne. C'est dommage. Effectivement, Anan, tu as raison. S'il y avait une mobilisation et peut-être qu'il y aurait une possibilité. Oui. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à tellement gangréner cette ville. Je rappelle quand même qu'à Corbeil, il y a eu des morts, hein, d'accord, à Corbeil-Essonne, sous le système d'assaut. Donc il y a eu des morts, faut le savoir. Le seul moyen de renverser ces systèmes qu'on retrouve sur la circonscription de Amrani, qu'on retrouve chez nous du côté du 93, dans le 92 du côté de la mairie de Balkany. La seule manière de renverser ce pouvoir, cette manière de faire, c'est de se mobiliser et d'aller voter. Oui, c'est ce que les gens essaient de faire. Est-ce que je peux rajouter juste une dernière chose? Vas-y, Karim. Par rapport aux gilets jaunes, parce que au début c'est parti sur l'histoire que le gasoil était trop cher, tout ça. C'était juste un prétexte pour lancer le mouvement, parce que les gens en fait, en fin de compte, ils ont fait une fixation, les politiques, sur le gasoil, mais les gens, ils en ont marre de tout, de trop payer. C'est ça le truc. C'est pas uniquement le gasoil, c'est la fiscalité entière. Pour la revoir, il y en a marre, les impôts, les taxes, enfin il y a trop de choses à payer. Du coup, arrivé le 20 du mois, vous n'avez plus rien pour faire vos courses. Il n'y a plus rien. Ils sont en train de nous endormir à vouloir nous donner soi-disant des primes pour acheter des voitures électriques, tout ça. On n'en veut pas de leur voiture électrique. Les gens n'en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est avoir du pouvoir d'achat. Ils le disent clairement. Ouais, c'est clair, c'est du pouvoir d'achat. Et vous avez remarqué d'ailleurs comme quoi ils font vraiment ce qu'ils veulent. Vous savez que vous avez remarqué qu'en ce moment le prix du carburant est largement baissé, hein. Il a largement baissé, c'est pas du fait de non, mais je sais, mais voilà. C'est pour vous dire qu'ils font bien ce qu'ils veulent. C'était le prétexte pour lancer le mouvement, mais en fait, c'est le pouvoir d'achat. C'est pas uniquement le gasoil. Ouais, c'est le pouvoir d'achat. Merci Karim. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.